Bonjour à tous et bienvenue pour cette masterclass sur le thème de l'IPO comme accélérateur de croissance pour les PME et les ETI. Donc Jérôme Hervé, représentant au sein d'Euronext, et nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Aurélie, qui est directeur. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors Guillaume, est-ce que tu pourrais déjà nous présenter un petit peu ton rôle au sein d'Euronext et puis nous présenter de manière générale Euronext et les entreprises qui sont cotées sur Euronext ? Merci beaucoup, bonjour à tous, merci d'avoir pu vous connecter dans cette période chargée. Notre rôle, nous, au sein d'Euronext, il est assez simple, il est d'accompagner les dirigeants de PME et d'ETI dans leur réflexion sur leur projet de croissance et de voir de quelle manière la boîte à outils des marchés financiers pourrait répondre à certains des challenges et donc les aider à accélérer, puisque c'est le thème de ce panel. Alors on va le préciser, mais vous pouvez évidemment nous poser des questions tout au long de cette masterclass et nous prendrons le temps d'y répondre soit au fil de l'eau, soit à la fin. On nous réserverons quelques minutes pour vos questions. Donc peut-être pour commencer, Guillaume, est-ce que tu pourrais nous présenter, nous donner un peu un panorama d'Euronext et des géographies qui sont représentées? Merci. Je crois qu'on a une slide sur ce sujet. Parce que Euronext, pour ceux qui nous connaissent mal, c'est bien sûr la bourse de Paris, mais c'est beaucoup plus que ça aujourd'hui, puisque nous avons pratiquement 1900 sociétés cotées sur nos marchés. Nous gérons la bourse de 7 pays, de l'Europe du Nord en Norvège jusqu'à l'Europe du Sud, avec l'Italie et le Portugal, en passant bien sûr par la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Irlande. Aujourd'hui, Euronext, c'est plus d'une société cotée sur deux au sein de l'Union européenne. C'est plus de 6 000 investisseurs institutionnels qui sont actifs sur nos marchés et finalement dans cette plateforme qui permet de connecter les économies locales à l'épargne mondiale. Aujourd'hui, être coté sur Euronext, c'est avoir accès à l'écrasante majorité de l'épargne en action qui s'investit dans les projets de croissance. Merci Guillaume. Et est-ce que tu pourrais nous donner aussi une vision un peu plus précise du panorama des entreprises cotées en France ? Oui, merci beaucoup. Alors, la France a une longue, belle et riche histoire avec les PME ETI, puisque ça fait déjà depuis maintenant une cinquantaine d'années que les PME ETI sont très nombreuses à venir se coter sur nos marchés. La France est le plus gros marché pour les PME ETI cotées de l'Union européenne. Aujourd'hui, on a sur les à peu près 800-900 sociétés cotées à Paris, on en a 700 qui sont des PME ETI. Plus précisément 175 ETI et 494 PME. Et ces entreprises, elles viennent d'horizons sectoriels très différents, alors, historiquement et représentatifs des pôles d'excellence de l'économie française. Donc historiquement peut-être un peu plus dans les services, l'industrie, les biens de consommation et aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, de plus en plus dans les entreprises innovantes, dans la technologie, dans la santé, dans le digital et puis dans les éco-industries et toutes celles qui contribuent à transformer notre économie vers un modèle moins dépendant du carbone. Et en termes de tendance, on a le sentiment qu'il y a une certaine accélération dans les introductions en bourse aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots ? Merci, c'est un point extrêmement important. Et c'est une réponse sur laquelle il faudrait peut-être passer un petit peu de temps. La première réalité, c'est que la croissance économique en Europe et en France est aujourd'hui extrêmement forte. On sort d'une crise très violente et on a maintenant plusieurs années devant nous où on peut avoir l'espoir d'avoir une croissance dans les principaux pays développés assez importante. Dans la même période, les taux d'intérêt sont toujours à des niveaux historiquement bas, voire même négatifs pour un certain nombre de pays. Et donc cet environnement macroéconomique est extrêmement favorable à l'investissement en actions. Les grands épargnants du monde, les grands assureurs, les grands fonds de pension, les grandes sociétés de gestion sont en train de réallouer massivement de l'investissement en actions et qui vient accompagner des projets d'entreprises de croissance de toutes les tailles, mais notamment de PME-ETI. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est que la France a fait le choix, avec sa politique du plan de relance, d'accélérer le fléchage de l'épargne vers les PME et vers les ETI qui ont des projets de création d'emplois significatifs et des projets d'innovation significatifs. Et ça se traduit très concrètement
dans le renouvellement du marché des introductions en bourse, avec beaucoup de PME, beaucoup d'ETI qui nous ont rejoints à ce jour. Depuis le début de l'année, c'est déjà 38 38 nouvelles qui nous ont rejoints. Et la période de la rentrée, la période de l'automne est extrêmement dynamique. On s'attend à avoir un nombre record d'introductions en bourse à Paris de PME et d'ETI sur une période de quasiment 10 ans, voire peut-être même 15 ans. Donc concrètement, ces entreprises, lorsqu'elles viennent en bourse, elles viennent avant tout financer un projet de croissance, on en discutera un petit peu plus loin, et puis elles viennent surtout se doter de la capacité de pouvoir utiliser les marchés de manière répétée dans la suite de leur histoire en fonction de leurs opportunités et de croissance externe et d'innovation et de conquête à l'international. Et donc on le voit sur cette slide, les montants levés lors des introductions en bourse de PME ETI sont déjà à des niveaux de record sur 5 ans, avec pratiquement 1,4 milliard d'euros levés en actions, en augmentation de capital. Mais on va retrouver cette tendance dans des proportions similaires, mais sur des montants encore plus élevés pour les sociétés qui sont déjà cotées, avec quasiment déjà plus de 5 milliards d'euros levés en ressources de long terme pour les PME ETI qui sont déjà cotées sur nos marchés. Merci Guillaume. Et je pense qu'une des questions qui intéresse également particulièrement nos auditeurs et nos téléspectateurs, c'est finalement quelles sont les principales motivations qui intéressent nos dirigeants d'entreprise et qui les amènent à choisir la solution de la bourse par rapport à d'autres alternatives de financement. Merci beaucoup. En réalité, aujourd'hui, de l'argent pour les sociétés les plus performantes de nos territoires, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, il y en a beaucoup et beaucoup sur les différentes modalités. Et donc effectivement, il faut s'interroger de pourquoi certaines PME ou certaines ETI font le choix de la bourse, et ça regroupe une réalité qui est beaucoup plus large qu'une simple opération de financement. Alors, pour parler de financement, malgré tout, parce que c'est quand même le nerf de la guerre pour la croissance, une introduction en bourse permet effectivement d'élargir, d'enrichir les capacités de financement à la disposition des PME et des ETI, puisqu'il vous donne accès à des nouveaux bassins d'investisseurs qui ne font que des entreprises cotées en bourse. Ça ne vient pas se substituer aux ressources de financement à la disposition des sociétés qui peuvent continuer à faire appel à leur financement bancaire, continuer à faire appel à des financements auprès d'investisseurs spécialisés non cotés sur certaines de leurs filiales ou certaines de leur holding, mais on vient enrichir dans des proportions très significatives le vivier de personnes qui pourraient vous accompagner à la fois sur les actions, mais aussi et de plus en plus sur la dette qui en bourse s'appelle les obligations. Et la cotation en bourse apporte, en plus de ces bassins d'investisseurs plus diversifiés, plus larges, de nouveaux outils, apporte aussi accès à une certaine sophistication des outils de financement à la destination des PME ETI, puisque finalement, en termes de richesse d'outils, on va retrouver quasiment ceux qui sont à la disposition des grands groupes français du CAC 40 ou du SBF 120, qui peuvent être déclinés pour répondre à des besoins. Donc, on peut même aller encore un peu plus loin sur des outils à dilution retardée, comme les BSA ou d'autres éléments encore, ou même des outils de financement potentiellement non dilutifs, comme les obligations convertibles et tout ce qui navigue entre les actions et la dette, et pas mal toutes les nuances qui peuvent représenter en fonction des besoins de projet, d'acquisition sur de la dette in fine, de levée progressive dans la durée avec les convertibles ou les BSA, ou voire même d'outils plus significatifs avec les obligations de capital. Il reste aussi un dernier élément qui est extrêmement important, puisque ce côté en bourse, en termes d'outils de financement, c'est se doter de sa propre monnaie, puisque les actions cotées sont liquides et donc sont beaucoup plus facilement échangeables, et elles ont une valeur qui est le cours de bourse, et donc on vient rajouter là pour le coup un outil de financement qui est très utilisé par les grands groupes et qu'on peut mettre à disposition des PME, surtout quand elles ont une ambition de build-up, de croissance externe assez accélérée. Mais on ne peut pas résumer l'introduction en bourse à une simple opération de financement, puisque finalement être coté implique un passage de montée en niveau du reporting, de la transparence et de l'exigence sur l'ambition qu'on se donne. Parce que l'introduction en bourse, c'est avant tout un marqueur d'ambition.
C'est fait pour les PME qui ont l'ambition de devenir une ETI à un horizon de temps quantifiable, ou des ETI qui ont l'ambition de devenir des leaders européens voire mondiaux à un horizon de temps quantifiable. Donc on voit bien que c'est dans une logique de changement de statut. Et ce changement de statut peut être facilité par l'introduction en bourse, qui répond à une sorte de label de qualité. S'introduire en bourse, c'est accepter de se benchmarker et de se comparer aux meilleures entreprises, ou aux entreprises parmi les plus performantes de France, d'Europe et au-delà. Donc on voit bien cette notion de transparence, cette notion de communication est un élément extrêmement important de crédibilité. La bourse, c'est un porte-voix. Il y a un effet loupe quand on est coté en bourse par justement la communication que ça impose. Donc on paraît plus gros qu'on ne l'est. Les PME paraissent plutôt des ETI, les ETI paraissent plutôt des grands groupes. Et cette espèce de crédibilité peut être, ou doit être, si on veut venir en bourse, un accélérateur de la pénétration business, puisque quand on est coté en bourse, on change de catégorie quand on fait les appels d'offres avec les grands comptes. Quand on est coté en bourse, on change de catégorie quand on veut aller à l'international. On a ce label qui est extrêmement important, notamment dans les pays avec une culture action ou de l'investissement en action beaucoup plus forte que la France. Donc c'est particulièrement vrai en Asie. Et bien sûr, dans le monde anglo-saxon, où le label coté est un label d'excellence. Et ça, je pense que c'est un élément extrêmement important. La crédibilité, quand on veut grandir et associer son écosystème de fournisseurs ou de clients qui sont parfois beaucoup plus gros que nous, grâce à ce label, on va pouvoir accélérer des discussions, et on a des multitudes d'exemples de sociétés qui ont réussi à aller beaucoup plus vite dans leur pénétration commerciale ou beaucoup plus loin dans leur relation avec des partenaires stratégiques grâce au label bourse. Après, il y a aussi, je pense, on le sait bien, cette notion de visibilité, puisque la bourse implique une transparence qui est plutôt une forme de communication. Une communication juste, précise et sincère, c'est les termes réglementaires, mais on voit bien en fait ce que ça veut dire. Puisque quand on est coté en bourse, il faut communiquer sur son ambition. Et il y a des points d'étape assez réguliers qui permettent de savoir si aux investisseurs, à votre écosystème, si vous allez dans la bonne direction ou s'il y a des points d'ajustement dans la stratégie à effectuer. Donc schématiquement, dans la communication, il y en a au moins 2 minimum par an à réaliser sur les achèvements auprès des semestriels, et puis ensuite dans leur résultats annuels. Il peut y en avoir d'autres après s'il y a des annonces importantes à faire tout au long de l'année sur la vie du groupe. Mais on voit bien que cette notion de communication, cette notion de visibilité, elle est extrêmement importante, puisque d'abord vous avez la plume pour écrire votre histoire. Ce sont vos messages, vos indicateurs de performance, votre ambition stratégique. C'est vous qui choisissez à qui vous voulez être comparé, pourquoi vous prenez ces décisions. Donc on voit bien que c'est un outil de marketing de votre histoire de croissance qui est extrêmement important. Et ce marketing de cette histoire de croissance, il a forcément des impacts potentiellement positifs. Mais si jamais on décide de venir en bourse, auprès de tous ceux qui vont partager votre ambition et vont avoir envie de la faire vivre et l'accompagner. Donc c'est bien sûr un outil de visibilité dans votre industrie. C'est bien sûr un outil de visibilité auprès des investisseurs pour flécher cette épargne additionnelle, pour vous aider à grandir et vous offrir plus de possibilités de financement. Mais il ne faut pas l'oublier aussi, c'est un énorme outil de rétention, séduction, motivation des talents et du recrutement. C'est un énorme outil pour flécher aussi les projets de M&A qui voudraient peut-être partager cette aventure avec vous. Cette notion de visibilité va augmenter significativement vos opportunités de rencontre avec des gens qui pourraient vous aider à grandir. J'ai été un peu long, mais il reste un dernier point qui est pour moi l'élément essentiel pour lesquels les PME et les ETI viennent en bourse, c'est l'indépendance. La bourse est aujourd'hui le seul outil à la disposition des entreprises qui distingue l'horizon de temps de l'entreprise de l'horizon de temps du financier. Il n'y a plus de clause de rendez-vous, il n'y a plus de pacte d'actionnaires, il n'y a plus cette logique de dire qu'il faut qu'on fasse coïncider un plan à un horizon de temps d'un acteur financier. La bourse, ce n'est pas des associés au capital, ce sont des actionnaires. Ces actionnaires, ils ont des droits. L'associé, lui, il a une influence significative sur la stratégie. Donc là, on voit bien que l'introduction en bourse est un outil de liberté pour l'équipe de direction, de liberté pour les actionnaires de référence, qui souhaitent pouvoir s'offrir un horizon de temps dégagé pour finalement pour construire des projets de long terme. Et c'est ça qu'offre la bourse. La bourse, c'est une capacité à avoir des ressources à vie, longue, mettons, pour l'entreprise, tout en offrant la garantie aux actionnaires d'avoir une option de liquidité
à court terme, une option de liquidité qu'ils peuvent exercer sans influencer la stratégie, sans influencer la structure de financement d'entreprise. Et cette option de liquidité, elle est disponible pour tous les actionnaires, donc y compris les dirigeants, y compris les salariés et y compris les actionnaires historiques. Et elle se construit dans la durée, c'est-à-dire que ce n'est pas une notion de dire soit je continue à grandir sur un cycle de 5 ans, soit je vends ma boîte. C'est je continue à grandir et je peux faire évoluer mon pourcentage de détention, mon capital, au gré des opportunités du cours de bourse, au gré de mes souhaits personnels, au gré de mes souhaits stratégiques, et vendre partiellement une partie de mes actions, voire peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans en racheter. C'est un outil de flexibilité du capital qui est un outil d'indépendance et de liberté qui pour nous est très important pour ceux qui ont des projets ambitieux. Merci beaucoup Guillaume, c'est vraiment très clair et on comprend en fait qu'effectivement la bourse ne se limite pas à un simple outil de financement mais à beaucoup plus que ça. C'est finalement donner aux entrepreneurs des atouts supplémentaires par rapport à une entreprise qui n'est pas cotée. Donc on voit bien les multiples intérêts que ça peut avoir. Et je comprends que nous avons sur Euronext plusieurs marchés. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les caractéristiques de ces différents marchés et à qui ils s'adressent ? Merci beaucoup. Oui, en fait, sur Euronext, on opère 3 segments de marché qui correspondent à des besoins différents pour les PME, ETI, voire même les grands groupes qui nous rejoignent et qui correspondent aussi à des moments ou à des étapes dans la vie d'une entreprise qui peut venir en bourse. Donc, ces 3 segments de marché s'appellent Euronext Access, qui est le marché dédié au marché d'acclimatation, qui est dédié aux PME, voire aux entreprises en hypercroissance, qui souhaitent faire un premier pas sur les marchés en ayant des engagements et des contraintes tout à fait modestes associées à la cotation. Euronext Growth, qui est notre marché principal dédié aux PME, ETI de croissance. Là, on va retrouver beaucoup de scale-up, beaucoup d'entreprises qui viennent lever en capital jusqu'à une centaine, voire même 150 millions d'euros, comme on a pu le faire cette année avec Hydrogène de France. Et puis le marché Euronext, le marché principal dans lequel on va retrouver le CAC 40, le SBF 120, et puis aussi toutes celles qui ont cette ambition d'avoir le meilleur standard de qualité pour pouvoir se comparer à leur univers de comparable, à leur univers de concurrence, là où ils se trouvent. Donc un marché avec une exposition internationale beaucoup plus forte. C'est ce marché-là qu'on choisit par exemple Believe ou Aramis, voire même Exclusive Network lorsqu'ils ont fait leur introduction en bourse. Et puis d'autres bien sûr qui même à des niveaux plus modestes souhaitent l'utiliser. Pourquoi on a créé ces 3 marchés? D'ailleurs, ce qui est unique en Europe, voire même dans les bourses des principaux pays développés, c'est d'abord parce qu'on a une vraie culture de la PME ETI et finalement notre ambition, elle peut tout à fait être de démarrer sur Euronext Access, puis d'aller quelques années plus tard sur Euronext Growth, puis encore quelques années plus tard sur Euronext. À chaque étape de la vie d'une PME qui devient une ETI, puis qui devient un grand groupe, ça nous paraît tout à fait pertinent. D'ailleurs, ça a déjà été fait. Une entreprise que vous connaissez sûrement, qui s'appelait Direct Energy, qui maintenant s'appelle Total Direct Energy, voire Total Energy plus précisément. C'est une entreprise qui en 2005 était venue sur Euronext Access, d'abord pour gagner en crédibilité, pour avoir un outil pour avoir un porte-voix pour porter sa stratégie, donc une dimension de communication très forte associée à Euronext Access. Commencer à créer une traction auprès des gros investisseurs, qu'ils soient institutionnels, mais aussi auprès d'une communauté très importante d'actionnaires individuels qui avaient envie de soutenir à l'époque une entreprise qui souhaitait offrir une alternative dans un marché qui est en train de se libéraliser. Je crois 3 ans plus tard, ils se sont transférés sur Euronext Growth dans des logiques de levée de fonds un peu plus agressives pour ce d'outils de production d'électricité, puis bien sûr d'outils de développement commercial plus importants. Puis encore 3 ans plus tard, un transfert sur le marché principal d'Euronext, où là il y a eu un enrichissement significatif de leur bassin d'investisseurs, beaucoup d'investisseurs de rang 1 internationaux, beaucoup d'investisseurs dans des segments de type dette. Ils ont fait plusieurs émissions obligataires qui étaient destinées à leur offrir une grande visibilité sur leurs ressources de financement. Et puis pour finir,
pour avoir été vendu ou racheté ou associé avec nos amis de Total. Et donc entre ses premiers pas sur Access jusqu'à ses derniers pas sur Euronext, c'est une société dont le cours de bourse et l'évolution de la valorisation boursière est passée de 20 millions d'euros lorsqu'ils étaient sur Euronext Access à je crois 1,7 milliard d'euros lorsqu'ils se sont rapprochés de nos amis de Total. On voit bien cette trajectoire de croissance qu'ils ont utilisée grâce à la boîtier de la bourse. Donc d'abord Euronext Access pour gagner en visibilité, pour communiquer sur son ambition, pour commencer à créer une relation de confiance avec l'écosystème boursier d'investisseurs, d'analystes, de porte-parole au sens large comme les médias notamment. Puis Euronext Growth pour accélérer leur projet de croissance et rajouter dans cette boîte à outils des capacités de financement renouvelées, renforcées, diversifiées et commencer à construire un début, voire même une bonne liquidité pour les actionnaires qui les accompagnent. Puis Euronext pour marquer une ambition finale qui est celle d'aujourd'hui d'être un des leaders de la distribution d'énergie en France. Et ces exemples-là, on pourrait les multiplier. Celui-ci est peut-être plus connu que d'autres. Mais cette capacité à utiliser un segment des marchés d'Euronext, puis d'évoluer lorsque les besoins le nécessitent, lorsque la capacité le permet, est un point important. Peut-être un dernier mot, on le voit aussi dans cette segmentation de marchés qui permettent d'avoir accès à des boîtes à outils plus complexes. Il y a aussi une progressivité dans ce qu'on appelle en général les contraintes associées à la bourse, qui sont avant tout des contraintes de transparence. Et la transparence en général implique qu'on ait un niveau d'organisation interne qui permette d'être transparent, donc une direction financière assez structurée, une gouvernance clairement définie et puis même aussi, il faut qu'on rentre un peu plus loin, une envie de communiquer. Et donc pour celles qui viennent en bourse, il faut bien imaginer qu'elles sont souvent dans une logique de cycle de bonnes nouvelles. Donc on voit bien cette phase de changement de dimension, changement d'étape, et c'est là où la bourse apporte le plus de valeur. Merci Guillaume. Et donc on comprend bien qu'il y a des segments de marché qui sont adaptés un petit peu à toutes les étapes de la vie d'une entreprise. Et une question que se posent beaucoup de nos auditeurs, c'est finalement quels sont les critères, quel est le bon moment pour une entreprise pour rejoindre les marchés boursiers ? On n'aura pas le temps de faire en 3 quarts d'heure, mais plus concrètement, je pense que c'est un point extrêmement important parce que très souvent, on assimile la bourse au CAC 40 et donc moi je rencontre régulièrement des dirigeants de PME, DTI de croissance qui pensent que c'est pas fait pour eux. Et donc c'est une première erreur puisqu'on l'a vu sur Euronext, plus de 1500 PME ETI sont cotées sur le marché. On l'a vu également, elles arrivent à séduire beaucoup d'investisseurs et à se doter de moyens de financement très significatifs. Et en réalité, aujourd'hui, la bourse est accessible à un très large spectre de sociétés. Sur Euronext Access, pour être très concret, il n'y a pas de taille minimum demandé, il n'y a pas de levée minimum demandé, donc on voit bien que c'est un outil de cotation peut-être un peu plus presque technique dans lequel on associe son image, son ambition à la marque Euronext comme un premier élément de crédibilité. Plus concrètement, aujourd'hui, les sociétés qui viennent sur Euronext Access affichent une valorisation qui va entre 7 millions et une vingtaine de millions d'euros. Et elles viennent sur ce marché dans l'idée de se dire qu'elles sont dans un cycle de bonnes nouvelles qui leur permettront d'atteindre un jalon qui séduira des investisseurs et ensuite leur permettre de se transférer dans le cadre d'une opération de levée de fonds sur un marché de type Euronext Growth ou Euronext. On a créé d'ailleurs un sous-segment dans Euronext Access qui s'appelle Access Plus, dans lequel ces sociétés doivent avoir un flottant minimum, donc avoir déjà ouvert leur capital à hauteur d'1 million d'euros, et dans lequel on leur demande de communiquer de la même manière que si elles étaient cotées sur un marché plus structuré comme Euronext Growth, et vraiment dans cette logique de tremplin, de créer une relation de confiance, puisque la communication c'est avant tout dans l'objectif de créer une confiance. La communication des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles, sinon la confiance s'atténue un petit peu. Sur Euronext Growth, là aussi on voit le marché est très ouvert, capable d'accepter des PME à des niveaux de valorisation encore modestes à l'échelle de ce qu'on peut trouver en bourse, puisque le flottant minimum, donc l'argent minimum qu'on doit lever pour être éligible à une instruction en bourse sur Euronext Growth est de 2,5 millions d'euros.
en actions, qu'on parle vraiment de montants faibles. D'ailleurs, il y a une innovation réglementaire très importante et de plus en plus utilisée par des PME de croissance qui permet de faire des introductions en bourse, des IPO, jusqu'à 8 millions d'euros de levée sans avoir un visa du régulateur. Donc pour faire simple, des opérations d'introduction en bourse plus simples, plus rapides et beaucoup moins coûteuses. Et ces opérations d'ailleurs ont rencontré des grands succès. Cette année on a eu des IPO de type Medesis, Ferrecides et encore beaucoup d'autres qui ont utilisé ce segment-là et qui arrivent à séduire énormément d'investisseurs. On parle de plusieurs milliers d'investisseurs qui ont souscrit à ces opérations, bien sûr des institutionnels, mais n'oublions pas les investisseurs particuliers qui sont extrêmement présents sur les PME ETI cotées pour plusieurs raisons. D'abord parce que depuis le début du XXIe siècle, les PME ETI cotées à Paris ont battu le CAC 40 18 fois sur 20. Donc il y a aussi une promesse de performance. Les PME ETI de croissance sont clairement celles qui sont les plus flexibles, les plus ambitieuses et les plus réactives, surtout en période de crise, lorsque ça se retourne, parce que je pense qu'il y a une sorte de prudence peut-être plus marquée quand notamment son capital, voire son outil de travail, et qu'on associe les deux. En général, on est un peu plus raisonnable dans les périodes difficiles. Mais pas seulement. En fait, les investisseurs particuliers, ils s'intéressent aussi beaucoup et de plus en plus aux entreprises qui ont un projet de croissance durable et responsable. C'est une thématique extrêmement importante qu'on retrouve maintenant, cette fameuse notion de RSE, voire de ESG, qui aujourd'hui est un élément clé. Donc, dans l'ESG, bien sûr, on va parler d'impact environnemental. D'ailleurs, il y a de plus en plus de clean tech, d'éco-industrie qui viennent en bourse pour financer des projets de croissance ambitieux, structurants, qui ont vocation à avoir des retombées économiques sur les prochaines décennies. Mais c'est trop réducteur de résumer l'ESG à l'environnement. Bien sûr, la dimension sociale est importante, la création d'emplois qualifiés, l'exportation. Ces filières d'excellence françaises qui se donnent de moyens sont plébiscitées par les investisseurs particuliers qui ont l'impression d'avoir fait un investissement utile, d'avoir contribué à créer des richesses et pouvoir se voir matérialiser la réussite de leur sélection d'investissement. Et puis bien sûr la partie gouvernance, mais là on est vraiment dans le rapport d'égalité de traitement entre les actionnaires. En bourse, les investisseurs particuliers ont les mêmes droits que les grands fonds de pension. Et ça, je pense que dans le niveau de dialogue actionnarial, c'est extrêmement important. Ils se sentent du coup valorisés, impliqués. Et c'est pour ça qu'ils les plébiscitent. Sur Euronext Growth, aujourd'hui, la levée de fonds moyenne à l'introduction en bourse est plutôt autour de 25 à 30 millions d'euros et la fourchette est assez large, entre quelques millions d'euros jusqu'à plus de 100 millions d'euros pour les opérations les plus importantes qu'on en a connues auprès d'investisseurs boursiers au sens traditionnel, les agents qui ne font que de l'investissement dans les actions cotées. Mais on peut aussi également retrouver à leur côté des family office, des banques privées qui sont de plus en plus présentes sur les marchés, et puis bien sûr des investisseurs institutionnels, ces fameux asset managers, ces sociétés de gestion que l'on connaît tous, voire même des investisseurs plus stratégiques comme des industriels, des fonds souverains qui sont également très présents et très actifs auprès des PME. Et puis il y a le dernier marché qui est le marché Euronext, le marché principal, dans lequel on va retrouver grosso modo la famille des indices CAC, du CAC 40 jusqu'au CAC Small, et là qui est un marché sur lequel les exigences de communication et de préparation sont plus élevées, des normes IFRS alors que ce n'est pas obligatoire sur les autres, des obligations de reporting audité et semestriel et annuel, alors que sur les autres marchés, les obligations sont beaucoup plus simples. Des obligations de transparence et de gouvernance sur la rémunération des dirigeants qui sont aussi là extrêmement importantes. Mais on est vraiment dans les meilleurs du label de qualité. C'est une étape tout à fait achevable pour beaucoup atteignable pour beaucoup de PME et ETI, mais qui ont fait ce choix. Et là, c'est vrai que c'est le marché est le plus grand et le plus profond. Néanmoins, ces dernières années, aujourd'hui, on estime que pour des introductions en bourse de sociétés qui valent moins de 200 millions d'euros en valorisation boursière, Euronext Growth, c'est un marché qui est tout à fait adapté, pertinent, crédible et qui montre des performances excellentes. Et puis pour des opérations qui valent plus de 200, 300, voire 400 millions d'euros d'introduction en bourse, il est peut-être préférable d'envisager de tout de suite se benchmarker au meilleur, parce que finalement vous n'êtes pas si loin de pouvoir entrer ensuite dans des indices les plus prestigieux de nos économies. Est-ce que ça répond à ta question ? Et bien plus encore.
Merci Guillaume. Et on se demande aussi souvent dans ce processus qui paraît parfois un petit peu risqué et compliqué, quels sont les grands facteurs clés de la réussite d'une introduction en bourse? Alors, d'abord, effectivement, on l'a vu, il n'y a pas de facteur quantitatif très précis. J'ai pas de taille critique à vous dire, parce que nous, on n'est pas des banquiers, on représente des actionnaires d'une certaine manière. Parce que donc, avant tout, nous, c'est la croissance et la création de valeur. C'est pour ça qu'on parle plus en valorisation qu'en performance absolue. Néanmoins, il y a aussi des éléments qualitatifs qui sont extrêmement importants et qui sont pas vraiment éloignés de ce que vous connaissez déjà dans vos levées de fonds privées aujourd'hui peut-être, ou dans vos réflexions sur une ouverture du capital. Je pense que la première des choses à se poser, c'est quelle histoire on va raconter. On l'a vu, la bourse pour les PME-TI, c'est pas une histoire de dividende. Si vous voulez du dividende, vous achetez des grands groupes à côté qui en versent beaucoup. La bourse pour les PME-TI, c'est une histoire de changement de dimension, c'est une histoire de croissance. De croissance qui est liée à l'innovation, de croissance qui est liée au positionnement produit, de croissance qui est liée au modèle économique, de croissance qui est liée à un momentum de marché qui permet de faire émerger des nouveaux champions. Donc cette notion d'equity story, elle est extrêmement importante. La croissance, mais pas que. Il y a aussi cette notion de croissance raisonnée, voire on va dire de croissance rentable. Et là, la bourse est assez simple aujourd'hui dans son mode de fonctionnement. Encore une fois, c'est très différent dans le monde de la health tech par exemple, où ce sujet-là n'est pas le sujet principal, mais la bourse, c'est dans l'optique d'être parmi les meilleurs. En tout cas, c'est comme ça que les investisseurs boursiers vont apprécier les dossiers. Et donc, ils vont vous demander soit d'être la meilleure croissance du secteur, soit d'être la meilleure rentabilité du secteur, soit peut-être même être les deux. Et là, du coup, c'est les scénarios extraordinaires. Donc, il n'y a pas forcément de nécessité d'être rentable ou d'être en hyper croissance quand on vient en bourse, mais il y a une nécessité d'expliquer que la bourse va nous aider soit d'être en croissance plus rapide, ou voire en amélioration de sa performance personnelle plus forte, grâce aux différents points qu'on avait évoqués précédemment. Et donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Et quand on parle de croissance, on parle de toutes les croissances, bien sûr la croissance organique, mais n'oublions pas que la croissance externe est un levier extrêmement important. Cette année, par exemple, on vient de célébrer l'entrée dans le CAC 40 d'une société qui nous avait rejoint à la fin des années 90, à la toute fin des années 90, et qui à l'époque était une PME qui était valorisée en bourse à peine une vingtaine de millions d'euros. C'est nos amis d'Eurofins. Nos amis d'Eurofins sont passés de la PME cotée au CAC 40 en une vingtaine d'années, principalement, bien sûr par l'excellence de leur équipe, bien sûr par la clarté de la stratégie, mais aussi parce qu'ils ont su utiliser la boîte à outils bourse pour faire des stratégies de croissance externe ambitieuses, régulières, répétées et bien intégrées dans une gouvernance plutôt structurée. Et c'est une histoire magnifique et on en voudrait beaucoup d'autres. D'ailleurs, on pense qu'on en a quelques autres qui ont vocation à rentrer dans le CAC 40 un jour. Après, il y a une notion de valorisation. Ça, je pense, c'est important. Une IPO, c'est pas un nouveau tour. Une IPO, c'est avoir un cours qui va bouger au gré de la performance de l'entreprise sur moyenne ou longue période. Et donc, la valorisation à l'introduction en bourse, elle ne doit pas refléter son sa fin de vie, on va dire, en tant sa fin de vie. C'est pas votre dernière étape, puis finalement le cours de bourse il va bouger et il faut plutôt l'imaginer comme un début. Donc la valorisation elle doit être juste, elle doit représenter un prix d'équilibre entre les anciens actionnaires qui ont sûrement vocation à sortir soit à l'introduction en bourse, soit dans les mois ou les années qui suivent l'introduction en bourse, mais n'oublions pas aussi les nouveaux, puisque ces nouveaux-là, eux, ils vont vous accompagner sur 5, 10, 15, 20 ans, voire peut-être même plus, et donc il faut trouver ce bon point d'équilibre. Donc une IPO doit refléter ce passage d'un bassin d'investisseurs à un nouveau. Il y a un point d'équilibre à trouver qui est assez subtil, mais là en général vous êtes bien accompagné et il faut trouver le bon sujet. Et puis après il y a la structure de l'opération, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la taille de ce que vous souhaitez avoir, la répartition entre l'augmentation de capital, donc les ressources qui vont contribuer au plan de croissance, et puis les opérations de cession pour les actionnaires existants. Et là, il n'y a pas de formule magique. D'abord, il y a deux idées principales à retenir. C'est que d'abord, une introduction en bourse, on met en capital à la disposition des investisseurs en général entre 20 et 40%.
rarement en dessous de 20, mais c'est le cas dans certaines opérations. Je sais qu'ils mettent entre 10 et 20 dans une logique de première étape, et très rarement au-dessus de 40, puisque la bourse aime bien avoir en face d'eux des actionnaires historiques qui restent majoritaires, que c'est la meilleure garantie qu'ils ont de se dire que tout le monde est intérêt et aligné à le fait que le cours de bourse devrait pouvoir monter dans les prochaines années. Donc on est dans cet horizon-là. Après, une fois qu'on est coté, on peut ouvrir un peu plus large, et puis même on peut l'ouvrir de manière extrêmement large. Et puis ensuite, il faut qu'il y ait une cohérence avec l'histoire de croissance. Vous ne pouvez pas avoir une opération d'introduction en bourse où c'est 100% de vente alors que vous expliquez que vous allez quadrupler de taille dans les 4 années qui viennent, ou alors de dire que vous avez besoin de 100 millions d'euros mais qu'en fait vous ne savez pas les dépenser. Donc voilà, c'est ça, assez simple. Mais après, un petit conseil, n'hésitez pas à demander plus que ce dont vous avez besoin, parce que vous ne savez jamais. Après, bien sûr, une introduction en bourse, c'est une question de timing. Donc ce pic de bonnes nouvelles, il faut l'anticiper, et il ne faut pas venir trop tard. Il ne faut pas venir quand on a besoin d'argent, il faut anticiper. En général, il faut se dire, réfléchir à une IPO ou réfléchir pour financer un projet ou pour sortir un actionnaire existant, plutôt 1 ou 2 ans avant la date limite. C'est là où ça se passera le mieux. Et puis après, bien sûr, le marketing, il faut viser des investisseurs qui soient cohérents avec votre opération, en France, en Europe ou dans le monde anglo-saxon. Et il ne faut pas sous-estimer l'argent qu'il y a en Europe et ni sous-estimer l'argent qu'il y a en France à la disposition des sociétés. Pour faire simple, en dessous de 50 millions d'euros, un placement dans le 8e arrondissement parisien et dans quelques grandes capitales européennes est largement suffisant. À partir de 100-150 millions d'euros, il faut avoir des réflexions un peu plus larges, mais vous voyez que finalement, il y a plusieurs centaines d'investisseurs institutionnels, il y a plusieurs dizaines de milliards d'euros qui sont à la disposition des sociétés françaises à côté de nous. Ça, je pense que c'est important. Merci Guillaume, c'est génial parce que tu réponds par anticipation à beaucoup de questions que se posent nos auditeurs. Et aussi pour ceux d'entre vous qui s'intéressent au processus plus concrètement et qui souhaiteraient s'y préparer, comment est-ce qu'on peut s'y préparer et qu'est-ce que Euronext fait pour aider ces entrepreneurs qui sont dans cette réflexion ? Ouais, merci beaucoup. Alors, c'est vrai, c'est un point extrêmement important parce que du coup Euronext et BPI France, d'ailleurs, parce qu'on fait ça ensemble, on a développé une série de programmes pour aider les dirigeants de PME et d'ETI à comprendre ce que la bourse pourrait leur apporter pour atteindre leurs prochaines étapes. Donc on a créé plutôt des parcours d'accompagnement, des sortes d'accélérateurs de réflexion pour différents types de sociétés. Tous ces programmes sont gratuits et sans engagement, bien sûr, d'aller en bourse. Notre ambition est simple, c'est à la fin du programme de se dire pourquoi la bourse, est-ce que c'est bien d'y aller ou de ne pas y aller, et pour quelles raisons, et quelles sont les bonnes raisons, et donc du coup éviter les mauvaises raisons. La bourse au bon moment pour de bonnes raisons. Et donc on a créé un programme qui s'appelle TechShare, qui est dédié aux entreprises de croissance dans la technologie de la santé, des éco-industries et du digital. C'est un programme pan-européen dans lequel on accompagne chaque année une centaine de startups, scale-up et même de licornes qui le font. Beaucoup de sociétés et du Next 40 et du FT 120 y sont, mais on va plus large que ça. Nous, on veut avoir des sociétés de toute la France. On a à cœur d'accueillir dans ces promotions un mix très équilibré d'entreprises et parisiennes et de nos régions. C'est extrêmement important pour nous de pouvoir mélanger ces écosystèmes et de faire grandir les entrepreneurs là où ils sont et pas forcément là où les experts ou l'argent est. Pour nous, c'est clé. Et ce programme TechShare a accompagné déjà plus de 400 sociétés. Certaines ont bien grandi depuis. Mettons, je ne vais pas toutes les citer, mais Insect, Doctolib, Miracle, etc., qui l'ont fait déjà il y a quelques années et qui ont utilisé d'ailleurs pour préparer une IPO peut-être un jour, mais aussi pour se mettre à niveau pour pouvoir devenir des grands groupes, puisque les niveaux d'exigence finalement sont quand même assez similaires. Et là-dessus, n'hésitez pas. En fait, les recrutements, il est maintenant sur TechShare. Donc, si vous pensez que vous avez une réflexion, un intérêt à pouvoir vous former sur l'enjeu des marchés financiers, appelez-nous. Le programme, il est très simple. C'est tous les meilleurs experts, tous ceux qui font les opérations de financement en bourse, qui sont présents à TechShare et qui viennent vous expliquer comment ça marche, comment ils voient les choses. Et finalement, vous créez un réseau parmi, on va dire, les grands banquiers d'affaires de la place de Paris. Et puis aussi, pour nous, c'est extrêmement important, un réseau parmi les dirigeants de sociétés cotées. Dans le programme, on fait intervenir une grosse vingtaine de patrons de boîtes cotées dans la tech en France et en Europe qui viennent vous expliquer pourquoi ils l'ont fait, comment ils l'ont fait,
qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé, et finalement on essaie de faire le sparring partner des experts. Et puis bien sûr un écosystème de pairs qui ont des problématiques d'hypercroissance, qui ont donc des problématiques et de financement et de rétention des talents, et de tout ça à l'échelle européenne, parce qu'on croit beaucoup à la fertilisation et à la construction d'une souveraineté européenne dans la technologie. Mais on ne pense pas qu'aux bots techno. D'abord parce que la bourse est réservée à tout le monde et pas qu'aux boîtes de technologie. Et on a aussi créé un programme qui s'appelle Family Share, qui est là plutôt destiné aux patrons de PME, voire d'ETI, familiales au sens entrepreneurial, des actionnaires majoritaires de référence qui souhaitent comprendre comment ils peuvent utiliser la bourse pour continuer à grandir, à prendre des parts de marché et à augmenter et à devenir un leader, tout en gardant le contrôle de leur entreprise. Et aussi comment créer un consensus, un alignement d'intérêts entre les actionnaires familiaux qui sont dans la société, pas dans la société, les opérationnels, les salariés, leur écosystème, et donc voir si la bourse peut y répondre. Donc là, l'ambition est exactement la même. Le format est un petit peu différent. Ce sont des promotions plutôt sur mesure, projet par projet, qu'on accompagne de manière à garantir peut-être une plus grande confidentialité dans les échanges. Et chaque année, dans Family Share, on accompagne une grosse quinzaine d'ETI et de PME françaises. Elles sont toutes sélectionnées par un jury indépendant, mais là aussi, n'hésitez pas si vous avez des réflexions. C'est un projet qui a été, c'est un programme qui est extrêmement bien abouti. On va traiter l'ensemble des questions qu'il faut se poser dans le cadre d'une réflexion de l'ouverture du capital, de l'IPO, voire même de financement en dette et en dette obligataire. Et on associe des banquiers, des agences de communication, des avocats, des auditeurs, même des banques privées, pour pouvoir traiter tous ces aspects et finalement prendre une décision, là encore une fois, en ayant réfléchi aux implications. Et puis on est même allé encore un petit peu plus loin dans la démarche, puisque certains d'entre vous ont déjà des actionnaires financiers au capital, des fonds de private equity, et qui ne sont pas tous des experts de l'IPO. La plupart en ont jamais fait. Ils disent toujours en avoir vu, mais en fait quand vous leur posez plus concrètement la question, c'est parfois plus diffus. Et donc on a créé aussi un parcours d'accompagnement pour les board members de vos entreprises, notamment les financiers, pour les aider à se projeter dans leur rôle dans un processus de réflexion sur une introduction en bourse, voire même de dual track entre une introduction en bourse ou un nouveau tour privé, pour leur donner des clés de lecture et contribuer à améliorer le dialogue au sein des organes de direction et des organes de gouvernance de l'entreprise. Voilà, ces trois initiatives sont à votre disposition, elles sont sur la table, elles sont toutes gratuites, toutes confidentielles et bien sûr sans engagement. Mais pour nous, c'est très important de casser les silos, de créer du lien, de créer du dialogue auprès d'une solution qui est un merveilleux outil pour pouvoir créer plus d'ETI, plus de champions en France, et qui malheureusement est encore un peu méconnu, et on est ravis de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. Merci Guillaume, et d'ailleurs sur ce programme PI Share, ça nous fait penser que nous avons eu récemment quelques introductions en bourse de structures de private equity. Est-ce que c'est le signal que finalement ces deux écosystèmes peuvent aussi travailler ensemble conjointement ? Ouais, c'est un très bel exemple, puisque effectivement on a eu des entreprises comme Tikeo, comme NextEdge, et comme beaucoup d'autres ces derniers temps qui sont venus à côté certaines de leurs activités, voire toutes leurs activités sur nos marchés, et en fait ça traduit assez bien la force que peut proposer la bourse, puisque y compris pour les fonds de private equity, ils ont une problématique parfois de certains de visibilité, parfois même de crédibilité pour faire comprendre leur stratégie et de continuer à accélérer leur développement. Et puis ils ont aussi des problématiques avec des ressources à leur disposition qui ont une durée de vie, un horizon de temps défini, alors que finalement ils ont parfois des idées d'investissement qui mériteraient d'être gardées beaucoup plus longtemps. Et donc finalement ils utilisent aussi la bourse pour se doter des mêmes outils que les PME et les ETI qui nous rejoignent, un horizon de temps dégagé, un outil de communication fort et un outil de crédibilité important, et puis bien sûr un outil de financement différent. Et nous on croit beaucoup à l'émergence de cette troisième voie, et je pense que le fait que certains fonds se manifestent et multiplient leurs intentions de venir en bourse est une bonne indication de ce que ça peut apporter. Et il ne reste pas beaucoup de temps, mais on a sûrement parlé, vous avez sûrement entendu parler, cette année a été marquée l'arrivée massive en Europe de ce qu'on appelle les SPAC, les Special Purpose Acquisition Company, qui sont en fait des outils de
des instructions bourse de holding qui viennent lever du cash pour créer de manière accélérée et avec une transparence très forte et une gouvernance très structurée des outils de build-up pour passer de pas grand chose à des ETI voire même des licornes dans des horizons de temps en cours, et ces initiatives sont beaucoup soutenues par des fonds de private equity qui associent leur expertise et leur réseau à des talents de dirigeants d'entreprise pour pouvoir finalement un peu rattraper le retard que parfois l'Europe a eu pour sa création de champions dans certaines verticales. Voilà, je pense que s'il reste encore des questions, il nous reste 15 secondes. Tu as répondu à énormément de questions, Guillaume. Merci pour l'éclairage sur la bourse. C'était un plaisir, merci beaucoup Jérôme, et écoutez, n'hésitez pas, j'espère à bientôt. Merci à tous pour votre attention, à bientôt.